Plus des 2 tiers des étudiants inscrits dans les universités d'élite Ivy League aux États-Unis viennent des familles les plus riches, les 20% supérieurs sur l'échelle des revenus. À Princeton et à Yale, les étudiants dans les familles font partie du centile supérieur. 1% de la population les plus riches sont plus nombreux que l'ensemble des 60% les moins riches du pays. Dans cette vidéo, je vais te parler de la tyrannie du mérite de Michael Sandel. Je t'invite à rester si le sujet t'intéresse. Bonjour à toutes et tous, citoyens éclairés, salam alaikum, welcome, hola, que tal, j'espère que vous allez bien. Nous allons évoquer aujourd'hui dans cette vidéo la tyrannie du mérite de Michael Sandel. Nous allons essayer de voir quels sont les fondements du système méritocratique, quels sont les effets néfastes et est-ce qu'il existe des solutions. Ça va prendre quelques vidéos, nous allons faire une série de vidéos parce que c'est un livre qui est exceptionnel et je vous le conseille à toutes et tous. Et je vais bientôt ouvrir mon site internet si tout va bien et je vous mettrai les fiches justement si vous voulez vous procurer mes fiches afin d'éviter de lire le livre si vous n'avez pas le temps. Commençons par le scandale des admissions à l'affaire Singer. Je vous ai cité 2 chiffres en introduction et donc je vous invite à voir ce reportage qui est passé sur Netflix qui s'appelle l'affaire Singer. Avant d'aller plus loin, je ne veux pas vous spoiler le reportage, mais je vais essayer d'expliciter 2 termes qui reviennent dans le reportage. D'abord, les universités de la Ivy League, qu'est-ce que c'est? Elles sont au nombre de 8, elles se situent toutes dans le nord-est des États-Unis. Il s'agit des universités prestigieuses aux États-Unis. Donc, on dénombre Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, Pennsylvanie, Princeton et Yale. Dans le reportage, en fait, vous allez voir l'inégalité ahurissante dans la sélection qui tient en partie aux admissions héritage qu'on appelle legacy admission. Legacy admission, c'est celles qui tiennent compte de la relation familiale entre le candidat et les anciens élèves. La prise en considération d'aidants, dans le reportage, en fait, ça s'appelle porte arrière en français, mais si vous le regardez en VO, c'est un autre nom, je vous en dis pas plus. En fait, ça va expliquer les avantages dont bénéficient les étudiants des familles prospères qui entrent par la porte principale. Je ne vais pas tout vous spoiler, donc je vous en dis pas plus. Commençons par évoquer les politiques. Les politiques doivent entendre et reconnaître que les griefs portés par les candidats nationalistes au pouvoir, que ce soit aux États-Unis comme Trump ou en Europe, ne sont pas seulement économiques, moraux et culturels. Ils ne portent pas seulement sur les salaires, ils ne portent pas seulement sur les emplois, mais aussi sur l'estime sociale. Nous allons essayer de comprendre le mécontentement populiste. Aujourd'hui, ces élites s'inquiètent à juste titre de la menace que représentent pour les normes démocratiques les Trump et les autocrates qui sont soutenus par le populisme. Mais ces élites refusent en même temps de reconnaître leur rôle dans le déclenchement du mécontentement qui a conduit au contre-coup populiste. Elles ne voient pas que la crise dont nous sommes les témoins aujourd'hui est la réponse à un échec politique aux proportions historiques. La technocratie et la globalisation marchande. Qu'est-ce que ça signifie? L'approche technocratique de la gouvernance qui confie à l'expertise technique les problèmes d'intérêt public que les citoyens ordinaires ne peuvent pas comprendre ou ne pourraient pas comprendre. Ainsi, il va en résulter un rétrécissement du champ de l'argumentation démocratique. Les termes du discours public sont appauvris et le sentiment de dépossession va s'aggraver chez le citoyen lambda. Cette conception marchande que l'on retrouve beaucoup aux États-Unis, mais aussi en Europe de l'Ouest, qui est à la fois technocratique et qui est marchande, cette conception de la globalisation a été adoptée par les partis traditionnels de gauche comme de droite. Ces partis doivent reconsidérer leurs politiques technocratiques qui sont trop souvent orientées uniquement vers le marché. La rhétorique de l'ascension qui est assénée dans les médias, justement, qui reflète
l'hubris méritocratique de nos sociétés. Les Américains les plus riches, c'est-à-dire les 1%, gagnent plus que l'ensemble des 50% les moins fortunés. Cette explosion des inégalités n'est pas la cause principale de la colère populiste. Persuadés que chacun peut, quelle que soit son origine, passer de la misère à la richesse, les Américains ont toujours toléré des inégalités de revenus et de richesse. C'est cette foi dans la mobilité ascendante qui est au cœur même du rêve américain de l'American Dream. La rhétorique de l'ascension sonne aujourd'hui creux. En effet, il n'est pas facile de s'élever dans l'économie contemporaine. Un Américain qui naît dans une famille pauvre va généralement rester pauvre. Ce constat contredit l'idée bien ancrée aux États-Unis, selon laquelle la mobilité est la réponse à l'inégalité. Mais aujourd'hui, les pays qui connaissent le plus fort taux de mobilité sont généralement ceux qui sont le moins inégalitaires. L'ascension semble moins dépendre de la pauvreté initiale que de l'accès à l'éducation, que de l'accès aux soins, que de l'accès aux autres ressources qui permettent de réussir dans le monde du travail. La méritocratie s'est pourtant transformée et durcie. Elle ressemble désormais à une aristocratie héréditaire. D'ailleurs, je vous invite à regarder une de mes vidéos que j'ai faite au tout début de cette chaîne, justement sur le système qui existait à l'époque du tiers-état, où j'explique les particularités. Autrement dit, la croyance américaine selon laquelle on peut s'extraire de sa condition à une condition autre en travaillant dur ne correspond plus à la réalité empirique aujourd'hui. Empiriquement, c'est-à-dire via les chiffres, via les enquêtes, c'est faux. L'éthique méritocratique. L'éthique méritocratique, nous allons le voir dans une prochaine vidéo. C'était Soso l'Intello. Je vois qu'on arrive au bout du temps. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et on va essayer de faire toute une série pour comprendre au fur et à mesure le point de vue de l'auteur qui détruit le système méritocratique tout au long de son livre. C'était Soso l'Intello. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'habitude, mets un petit pouce bleu, un petit like et n'hésite pas à partager et en parler autour de toi. Bonne journée à toutes et à tous, citoyens éclairés.